Il est mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence par conducteur de véhicules terrestres à moteur. L'avocat demande à ce que les faits soient requalifiés en homicide involontaire. De toute façon, la petite est morte, donc ça va être requalifié. On ne parle plus de blessures. Involontaire, ni d'TT. Ça fait peur quand même. Flora, il ne l'a pas fait exprès. Ah si, pour moi il a fait exprès. Eh oui. Est-ce que tu roules, toi, en roue arrière dans les rues de Valoris? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas fait exprès de la tuer. Il a pris le risque. Ah bah non, mais il a pris le risque de le tuer, pardon, excusez-moi. Il n'a pas fait exprès de tuer, mais il a sciemment pris le risque de tuer quelqu'un. Bah oui, c'est ça. Flora. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, attention, Flora. C'est pas non plus un accident, faut pas exagérer. Flora Guébali. J'ai pas la compétence de commenter ce que la justice doit ou doit pas faire dans l'instant immédiat. Peut-être que Charles est plus compétent sur cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça me vraiment cette histoire et l'histoire du policier m'ont vraiment bouleversée. Là, j'arrive même pas à voir la photo. On a la photo de la fille en plateau. Je trouve ça vraiment immonde, odieux, et on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Et je suis particulièrement, en tant qu'électrice de gauche, indignée des réactions de mon camp, entre guillemets, parce que je sais pas si on peut parler d'un camp quand ils sont même pas capables de défendre les enfants ou les policiers de ce pays. Je rappelle aux gens de gauche que les policiers, c'est aussi un service public. Et que défendre les services publics, c'était censé être notre truc. Enfin, moi, quand je me suis engagée à gauche à 18 ans, c'est ce que je pensais. Donc c'est hyper décevant et c'est hyper émouvant, c'est hyper triste. Enfin, en fait, on a le droit d'être triste et en colère sans faire tout de suite un commentaire sur l'incompétence des politiques ou l'incompétence de la justice. En fait, sans tout de suite politiser le débat, je crois que c'est avant tout une émotion qui s'empare de Et tu es tout le choqué pays, que le jeune homme soit en liberté et pas en détention? Encore une fois, je ne me permettrai pas de commenter la décision de la justice parce qu'on sait aussi qu'il y a... Je sais pas. Oui, mais ils ont on a le droit raison. d'être en colère, Flora. Comment ? On a le droit d'être très en colère. On a bien sûr le cette droit d'être décision. en colère. Non, on a le droit par rapport à d'avoir d'autres toutes décisions. les émotions. Par exemple. Après, notamment sur la question des refus d'obtempérer, bon, j'extrapole un peu parce qu'on parle aussi de l'autre. Là, c'est pas un refus d'obtempérer. Non, là, c'est pas un refus d'obtempérer. Bon, mais Il y a deux sujets. C'est que déjà, il n'y a aucune étude sur les causes du refus d'obtempérer, parce que moi, c'est ce que je suis allée chercher ce week-end pour préparer l'émission. Et en fait, il n'y a pas. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est qu'on demande un observatoire de la réponse pénale. Je sais que les policiers le demandent, que la gauche le demande, parce que notamment sur les violences sexistes et sexuelles, on a besoin de voir ce qui se passe, on a besoin de mesurer, et ça n'existe pas. Donc c'est vrai que si on se demande quelles sont les solutions et comment on résout les problèmes, avoir un peu de transparence. Enfin, je suis désolée, on est à l'ère. Attendez, les amis, on est en 2024. Ça va être mieux. Oui, avec de la donnée et de la capacité de piloter et de mesurer. Oui, bien sûr. Moi, mais alors, le ministère moi, de l'Intérieur et celui de la Justice n'ont aucune donnée. Moi, en tant que citoyenne engagée, comprendre combien est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, et pas simplement m'indigner sur la colère et l'émotion. Non, mais c'est bien de savoir effectivement s'il y a beaucoup de utile. décisions de ce genre. Mais moi, il y a quand même un point commun entre ce qui se passe avec ce gendarme, les refus d'obtempérer, et ce qui s'est passé à Valoris. C'est quand même, moi je trouve dans ce pays, une espèce de mansuétude vis-à-vis des délits routiers. C'est-à-dire qu'on parle d'accidents, d'accidents de la circulation. On a quand même un jeune qui, je suis désolé, quand tu fais une roue arrière avec une grosse moto, c'est un potentiel. Parmi les gens, il y a des passages piétons, tu prends le risque de tuer quelqu'un. Alors il n'a pas voulu dans sa tête tuer quelqu'un, mais enfin tu prends le risque. Donc c'est plus que un homicide involontaire. Donc je comprends ce que dit par exemple Yannick Aleno là-dessus. Il faut être beaucoup plus sévère et j'ai l'impression que la justice ne prend pas en compte cela. Et pardon, mais Charles rappelait qu'il y a différents critères pour remettre quelqu'un en liberté ou au contraire le maintien en détention provisoire, sachant que la détention est l'exception. Voilà. Le policier qui a tiré sur Naël, en pratique, c'est pas l'exception. Le policier qui a tiré sur Naël et qui a tué Naël, il a été tout de suite passé en détention provisoire. Et l'un des critères qui avait été retenu, c'est le trouble à l'ordre public. Oui, tout à fait. Mais je suis désolé, la concertation. Je suis désolé, mais là, dans cette affaire-là, la mort de cette jeune fille, il y a un trouble à l'ordre public manifeste. La France, à part peut-être la gauche, enfin l'ensemble des Français sont quand même assez attristés par ce qui s'est passé, partagent la colère et le chagrin les électeurs de du gauche père. aussi, hein, je pense que oui, parce que quand tes parents, enfin, on nous explique. Et je suis désolé, il y a un problème en France
avec la prise en charge de ces délits routiers. On n'est pas assez sévère, on ne se rend pas compte que c'est un véritable fléau. Et on nous annonce en même temps qu'à Valoris, cette voie où circulait cet individu est trop étroite, donc elle est dangereuse. On commence à nous inventer des trucs. Oui. Non, le mec qui fait du wheeling en pleine journée sur un passage piéton, c'est un assassin, point final. Charles, je suis désolée, tu dis que l'Observatoire de la réponse pénale ne changera rien. Ça, c'est typiquement... Mais à un moment, attends, je vais juste t'expliquer mon point. À un moment, moi, ça me fatigue aussi, et je pense que ça fatigue les gens, d'avoir que des réponses empiriques, que des réponses émotives, que des réponses en fonction de son propre vécu et de sa propre expérience. Donc à un moment, moi, j'ai été hyper émue par ce qui s'est passé. J'ai voulu essayer de prendre de la hauteur sur ce qui s'était passé pour avoir des faits et je n'en ai pas trouvé. Et je trouve que c'est pas normal qu'en 2024, alors qu'on a une capacité d'avoir des données sur tout et n'importe quoi, on a des données. On a des données sur. On peut savoir combien de pas on fait par jour et combien de kilomètres on fait par jour, mais on peut pas savoir comment on pilote des choses aussi importantes. Donc on a des outils de transparence et on ne les utilise pas. Il n'y a pas besoin de créer un observatoire de la. On a tendance à répondre. Si le ministère le sait, moi j'aimerais que ces données soient publiques. Comment ça va se passer? Parce que le parquet fait appel. Comment ça se passe? Alors, c'est la chambre de l'instruction qui, d'ailleurs, elle va peut-être placer ce garçon en détention, qui va être appelé à statuer. Donc, c'est la cour d'appel, concrètement, qui va, là, dans les jours qui viennent, donner sa réponse. Et elle peut ordonner le placement en détention provisoire de ce jeune homme. Je crains, d'ailleurs, pour lui, si j'ose dire, que vu ce qui s'est passé depuis, il y a fort à craindre pour lui qu'il aille en détention. Ouais. Mais il va pas rester en détention jusqu'à son procès, parce que tu nous dis c'est dans 1 an et demi, 2 ans. Non, mais ça arrive dans beaucoup d'affaires. Il y a certaines instructions où les gens passent 4 ans en détention provisoire. Le mari de Delphine Jubilard est depuis bientôt 3 ans en détention. Tu sais qu'on a 20 000 personnes en détention provisoire. Il y a certaines affaires, et sinon, ce qui se passe, c'est que les gens sont placés en détention au début de l'enquête, mais enfin, ce que les juges appellent le début de l'enquête, ça peut être 6 mois, 8 mois, 1 an, et à ce moment-là seulement, ils sortent de détention provisoire. Les instructions en France sont beaucoup trop... Pas sûr qu'ils soient condamnés à la prison ferme, Pas sûr. Ça dépend de son casier. Il n'y en a pas. Donc non, pas forcément. Il va avoir des circonstances atténuantes. La moto était assurée. Il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants. Il n'était pas sous l'emprise d'alcool. C'était sa moto. Il avait son permis. Apparemment, c'était sa moto. Voilà. En tout cas, c'est juste. C'est un rodéo. Comme ça, pas un accident. C'était pas un rodéo en soi. C'est-à-dire, il a voulu fait une roue en arrière. C'est un rodéo. Oui, mais tu vois l'interprétation que tu as, Alain. Si tu veux ce qu'on dit. Attends. Quand on parle de rodéo, c'est-à-dire t'en fais plusieurs et puis tu montes sur les trottoirs et tu descends. Là, il a doublé, il a monté la roue arrière. C'est de l'inconscience, de la bêtise. Oui, en fait, tu le mets dans la catégorie des rodéos. Et il a mis un coup d'accélérateur, peut-être sur 20 mètres, 30 mètres. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est assez coutumier, ce qu'ils disent les riverains. Il y en a pas mal en ville. Mais lui, en soi, il n'avait aucun antécédent. J'ai l'impression que tu y trouves des circonstances. Ah non, pas du tout. Là, je suis simplement factuel. Je regarde tous les éléments concernant lui. La colère des parents qui dit c'est ça la justice française. Notre fille est décédée, elle est morte et ce jeune homme de 19 ans, il est en liberté sous contrôle judiciaire. Et ce qu'a dit le père hier face aux habitants de Valoris, eh bien ça. Écoutez comment ils ont réagi justement. J'ai de la colère parce que je comprends plus rien, moi. Je sais plus où on en est avec cette justice. Je comprends qu'il n'y ait plus de place en prison, je comprends qu'il y ait tout ça, mais rien n'est fait pour arranger cette situation. Chaque jour, on entend quelque chose. J'ai des enfants aussi. On n'est plus en sécurité. Beaucoup de laxisme. C'est pas normal. Il n'aurait pas dû être relâché. Il aurait dû être sanctionné, puni. Ce garçon, il va souffrir toute sa vie. Donc l'incarcérer, ne pas l'incarcérer, la souffrance va être en lui. Il va avoir du mal à s'en relever. Ça va être peut-être sa grande punition. Ce que disait cet habitant de Valoris, c'est Jonathan qui va en parler avec nous. Il nous appelle de la Drôme, il est chauffeur routier. Bonjour Jonathan. Bonjour. Parce que ce drame terrible de Valoris, ça résonne en vous de manière personnelle, Jonathan. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que j'ai perdu mon fils il y a 2 mois. De quelle manière ? En fait, il a traversé la route derrière un bus et il s'est fait percuter par un chauffard qui avait consommé de la drogue. Et ce chauffard, il a été interpellé rapidement ou pas ? Oui, il a été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue. Et après la garde à vue, il a été déféré
devant un procureur. Et là, à l'heure actuelle, il est sous contrôle judiciaire. Avant d'être jugé. Il a été donc remis en liberté. Oui, tout à fait. Ouais. Votre mon fils fils est 2 mètres sous terre et lui, il profite de sa vie, quoi. Il avait quel âge, votre fils? 12 ans. Il traversait sur les passages... Non. Non? Non, il est passé derrière le bus pour aller récupérer son sac qui était en face et malheureusement, il a été percuté. Et même cheminement, Même cheminement. Mais vous disiez le chauffard, il y a eu un test au stupéfiant, c'est ça? Il était positif? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. De toutes les façons, c'est écrit dans le journal, donc j'ai appris qu'il était sous contrôle judiciaire dans les journaux. D'accord. Parce que vous n'avez pas d'informations, vous avez strictement rien. Vous êtes parti... Il n'y a pas un suivi, on vous informe pas de ce qui va se passer? Non, pas du tout. Moi je l'ai appris. Ça pour les victimes. Quel âge avait votre fils? 12 ans. 12 ans. Et à la sortie du bus, il n'y a pas parfois il y a des accompagnants et autres? Non, du tout. Non, du tout. Là où ça s'est passé, c'est à 2 km de la maison. C'est une route qui longe une voie ferrée et il n'y a personne. Vous avez demandé des explications, vous avez essayé de savoir pourquoi il était sous contrôle judiciaire, parce que en ce qui concerne l'accident de Valoris, le jeune homme, lui, n'était positif ni aux stupéfiants, ni à un alcool, ni quoi que ce soit. Tandis que vous, il était positif aux stupéfiants. Donc il y avait une circonstance aggravante, même si malheureusement ça reste un accident, mais il était positif aux stupéfiants. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication, Jonathan? Rien. À ce jour, j'ai rien. Même mon avocat n'a rien. Personne n'a quelque chose. Voilà. Vous apprenez ça de but en blanc, et comme la mort de mon fils, je l'ai vécu de but en blanc. Je sais ce que traverse le père parce que c'est une journée horrible. J'ai vu l'ambulance, j'ai vu les pompiers, j'ai tout vu. Voilà. J'ai vu la collège de médecins qui vous annonce que votre fils ne se réveillera plus. Donc je sais ce qu'ils ont traversé et je sais que c'est horrible. Et ça pose désolé. Non, Jonathan, c'est nous, bien sûr. Ça pose la question de votre douleur, votre chagrin, Jonathan. Oui, ça pose réellement la question, Jonathan, excusez-moi de faire la parenthèse, mais c'est important, du nombre de... Moi j'ai nombre de copains qui me disent, de policiers qui me disent combien ils interceptent de gens sous stup. C'est hallucinant. Alcool, c'est une chose, mais les stupes, c'est hallucinant. Et quand on a consommé des stupes, évidemment, on n'est pas clair. Et là encore, malheureusement, on a encore... Il aurait pu, s'il n'avait pas été sous stupéfiant, l'automobiliste, il aurait pu mieux réagir et éviter votre fils, vous pensez, Jonathan? Écoutez, je suis chauffeur routier. Après, je ne veux pas m'étendre sur l'affaire parce qu'il n'y a pas le jugement n'est pas encore passé. Bien sûr. Il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Voilà. Mais voyez, quand vous arrivez devant un danger, vous ralentissez. En plus, déjà, vous prenez pas le volant sous stupéfiant. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on me dit aujourd'hui, c'est un homicide involontaire. Ben non, mais le fait de fumer de la drogue, c'est pas involontaire. Le fait de faire une roue arrière n'est pas involontaire. C'est volontaire. Donc pourquoi c'est qualifié d'homicide involontaire? C'est impuissant. Mais Jonathan, moi, ce qui me frappe dans votre témoignage, parce que vous n'êtes pas le premier à le dire, c'est qu'il n'y a aucun suivi, aucune information. On n'explique pas aux victimes, aux parents des victimes, ce qui va se passer. Moi, je trouve que ça serait bien que la justice convoque les parents, disent voilà, on l'a remis en liberté, mais il est placé sous contrôle judiciaire, mais il y aura un procès, etc. C'est pas normal d'apprendre dans la presse ce que devient le meurtrier présumé de son fils. Charles, ça ne manque pas beaucoup de moyens, bien simplement sûr, tenir informés les victimes de la suite en fait judiciaire. Ça c'est certain. Expliquer. C'est certain. Après, normalement, c'est le rôle des avocats. Normalement, quand il y a une enquête, les victimes sont constituées partie civile dans le procès et elles sont assistées par un avocat. Donc c'est aussi. Il vous a dit qu'est-ce que vous a dit votre avocat? Qu'il ne savait pas. Il était pour lui. J'avais entendu dire qu'il était placé en détention provisoire, mais mon avocat était assez dubitatif et au final, j'apprends dans la presse que non, monsieur fait sa vie, quoi. Sachant que moi, ma famille est totalement détruite, voilà, je vous assure, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est la justice. Voilà, moi, je suis qu'un simple citoyen, donc j'ai pas d'autre choix que de me plier Bien sûr. à ça, mais vous voyez, c'est... c'est je vous assure, c'est horrible. Non, mais c'est... Surtout qu'il va être jugé dans combien de temps?
C'est-à-dire que vous allez bientôt ça a déjà quand été même. reporté. Ça faisait combien Alors, le drame est arrivé quand? Au mois de juin. Au mois de juin. Donc là, ça va relativement vite. Une instruction. Il n'y a pas d'instruction. C'est une comparution immédiate. Ah oui, voilà, c'est ça. Et pas complètement immédiate quand même. Non, mais dans ces cas-là, il peut y avoir un délai que la personne mise en cause demande pour préparer sa défense. Et dans l'intervalle, elle peut être soit placée en détention, soit laissée libre sous contrôle judiciaire. Donc là, ça va arriver bientôt, vous dites? Oui, tout à fait, ouais. Jonathan, dans tous les cas, vous savez qu'il y a des associations de personnes victimes comme ça d'accidents de la route, ce qui est arrivé à votre fils. N'hésitez pas à faire appel à elle pour pas vous sentir seul, pour être épaulé, suivi, aidé moralement, psychologiquement, Jonathan. Non, mais vous savez, on est seul. Je sais, seul avec votre douleur, bien sûr. Mais voilà, seul avec la douleur, les images, c'est un tout en fait. Oui, bien sûr. Je sais ce qu'il a traversé, ce papa-là, et je sais que c'est... Voilà, il y a des images que même si vous avez un suivi psychologique, vous ne pouvez pas vous enlever de la tête. C'est votre enfant. Bien sûr. Vous avez été obligé de faire des choses que c'est innommable. Voilà, c'est innommable. Après, je ne vais pas m'épandre sur l'affaire, parce que sinon, voilà, j'ai une colère. De toute façon, voilà, je ne cache pas que j'ai une colère. Parce que je me sens impuissant, j'ai perdu mon fils, quoi. J'ai perdu ma vie. Jonathan, tout ce qu'on peut faire, c'est vous souhaiter bon courage. Si tant est que vous puissiez encore en trouver au fil des semaines, au fil des mois, faites-vous accompagner si vous le pouvez. Et je vous remercie d'avoir témoigné comme ça en toute franchise avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Merci Jonathan, et toutes nos pensées vous accompagnent, Jonathan, vous et votre famille. On va écouter Gueltas qui est avec nous, qui est ingénieur en bâtiment, qui est du côté de l'Indre-et-Loire. Bonjour Gueltas. Bonjour à tous. Vous vouliez réagir, vous, en tant que motard à ce drame? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pilote une grosse moto. Je conduis une grosse moto régulièrement, et régulièrement, je vois des choses qui se passent sur la route. Moi, je roule beaucoup aussi en voiture. Je fais à peu près 60 000 km par an, 20 000 en moto. Je vois beaucoup de choses qui se passent sur la route. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une roue arrière? Jamais. Oui. Jamais. Ça fait très longtemps que je roule. J'ai 50 ans. Ça fait plus de 30 ans que je roule, et jamais je n'ai fait de stunt sauvage. C'est parce j'appelle pas ça du rodéo, j'appelle ça du stunt. C'est une catégorie qui est très particulière dans la pratique de la moto, et normalement, ça doit être très encadré. Parce que là, il a voulu quoi? Avec sa 600 cm3 en pleine ville, il a voulu frimer, se faire une sensation, quoi, en fait, c'est ça? C'est une montée d'adrénaline pour moi qu'il a voulu faire. Il a voulu monter. Malheureusement, la petite a traversé la route au moment où il fallait pas. Il a percuté la petite, et j'inverserai le truc, c'est-à-dire que lui a fait une roue arrière, ce qu'il ne devrait pas faire. La petite a traversé, elle, au moment où elle traversait, elle était dans les clous. C'est pas de sa faute à elle, quoi, vous voyez. Mais globalement, c'est pas de sa faute à elle, c'est entièrement la responsabilité du motard. Et pour ça, ce serait une comparution immédiate. Il n'a pas à être remis en liberté. Par contre, j'imagine même pas la souffrance que peut se ressentir le papa voyant ça, et cette injustice de voir quelqu'un qui est remis en liberté après avoir tué son enfant. Je trouve ça aberrant de la part de la justice de ne pas avoir fait une comparution immédiate. Ça va être qualifié peut-être en homicide involontaire, Gueltas. Oui. Il a fait une roue arrière. Il était volontaire sur la roue arrière. Il n'a pas voulu tuer la gamine. Ça, j'en suis persuadé. C'était pas son objectif. Donc, ce n'est pas volontaire en soi. Du véhicule, Pardon? Non, je dis il y a non-maîtrise du véhicule, quelque part. Quand on fait Pardon, vous êtes motard, mais ça ne vous choque pas, vous, le motard, je le fais pas que certains, pour raconter ce qui s'est passé, disent un motard, en fait, parce que j'ai l'impression que les motards sont assez en colère aussi d'être assimilés à un délinquant de la route, parce que les motards ne font pas des roues arrière, et lorsqu'ils roulent en ville, ils roulent prudemment, en règle générale. Moi, j'ai une grosse Harley Davidson qui fait du bruit, je sais. Elle est passée au contrôle technique, donc voilà. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là qui date depuis quelques années. Ma bécane est entretenue. Je roule prudemment, surtout en ville, parce que les obstacles en ville, ils sont hallucinants.
Il peut se passer tout et n'importe quoi quand on roule. Si on n'est pas vigilant, eh ben, la sanction, elle est immédiate. On se retrouve au sol. Et puis après, derrière, on peut être qualifié comme motard imprudent, comme biker imprudent, comme tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut entendre sur vos antennes. Et je trouve ça aberrant qu'on fasse l'amalgame entre des jeunes des cités qui sont à faire des roues arrière avec leurs scooters non homologués où vous voulez, et puis nous qui roulons prudemment et qui faisons attention à tout l'environnement sur lequel nous circulons. Ouais. D'autant que les gens qui veulent s'amuser à faire ça, je parle de celui-là en particulier, mais on le voit, dans les quartiers, etc., il y a des associations qui organisent des sessions comme ça, dans des endroits complètement sécurisés. Donc on essaie de faire tout pour que les mecs puissent vivre leur passion, entre guillemets. Oui, mais tu sais ce qu'ils veulent faire. Moi, je roule déjà, ils veulent de l'adrénaline, donc je fais pas là, ça. quand tu le fais dans une circulation classique, ils veulent aussi épater sans doute les copains. C'est ça, donc il faut se montrer, se filmer. Enfin, je maîtrise. Il y a aussi les réseaux sociaux qui accentuent le phénomène. Regardez, ne serait-ce qu'au nord de Paris, vous avez le circuit Carole qui a été créé justement pour pouvoir laisser les motards qui veulent donner des sensations fortes. C'est encadré. Il faut avoir une assurance particulière. Il faut avoir la tenue qui est adaptée à l'usage de tout ça. Il faut avoir la combinaison. Mais ça ne s'adresse pas à ces délinquants de la route, pardon. Hein, c'est pour une autre population. Il risque quand même théoriquement 7 ans de prison. Oui. Homicide involontaire aggravé par une circonstance, en l'occurrence le manquement à une obligation de sécurité, c'est 7 ans de prison. Moi, je pense qu'il peut prendre du ferme exécutable selon le juge sur lequel il tombe. Il a un casier vierge. C'est sûr que ça aurait. Oui, mais il y a un moment donné. Quand vous tuez quelqu'un, imagine, tu tues demain Flora. J'en ai aucunement l'intention. Tu l'étouffes en coulisses, tu n'as aucun antécédent. Non, pourquoi il te prend toi parce que c'est ta voisine. Parce que j'aurais pu m'en prendre à Bruno Pomar. Non, mais regarde, tu peux tuer Pomar. Ça s'aggravante, par contre. Non, alors là, tu auras une exemption de peine. Par contre, ce sera considéré comme de salubrité. Non, pas. Non, mais tu tues quelqu'un, tu n'as aucun antécédent. C'est pas parce que tu prends quand même perpète ou 20 ans. Donc là, en l'occurrence, moi, je pense. Mais pour les délits routiers, y a-t-il pas un peu de cette affaire avait été aiguillée en comparution immédiate, qui, à mon avis, aurait été de meilleure justice parce que ça permet une réponse immédiate. Je pense que c'est quelqu'un qui risquait une peine de prison ferme exécutable. En plus, c'est une affaire assez simple. Juste une petite question je vais renvoyer l'ascenseur là-bas. Je vais renvoyer l'ascenseur à Charles. Là, c'est sûr qu'avec le choix de l'instruction, il va y avoir cette longue instruction. Voilà. Ça va diluer les choses, ça va éloigner les faits du moment du jugement. Il aura beau jeu de plaider que tout ça c'était il y a longtemps, que depuis il a fait ci, depuis il a fait ça. Je comprends pas ça. On a jugé en comparution immédiate énormément d'émeutiers il y a 1 an qui avaient commis aussi des faits graves, mais pas moins graves que celui-là, mais enfin qui avaient brûlé des écoles, etc. On les a jugés en comparution immédiate parce que c'est en flagrance. Là, c'est en flagrance. Il y a l'émotion, il y a tout un tas d'éléments qui viennent. On ne le juge pas tout de suite. Il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses là-dessus. Ça répondra merci à Gueltas d'avoir été avec nous. Un dernier mot rapide. Oui, je voulais renvoyer l'ascenseur à Charles. Comment vous faites, toi qui as été avocat pénaliste, pour arriver à trouver des arguments pour protéger ces individus? Franchement, je ne sais pas comment vous faites, les amis. Pour les protéger, on les protège. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'il n'ait pas d'avocat? Non, il n'y a pas de non, mais vous trouvez toujours des circonstances atténuantes. Mais je ne comprends pas ta question. Il faudrait qu'il n'ait pas d'avocat. Bruno ne voudrait pas d'avocat. Ouais, c'est une flagrance. Il faut qu'il soit sans avocat. Il faut créer une nouvelle procédure où les gens n'ont pas d'avocat. Non, mais franchement, comment vous faites pour arriver à protéger? Tu lances un autre débat, Bruno. C'est intéressant de te voir réagir là-dessus. J'en peux plus, ça. Et par contre, dès qu'on parle de violence sexiste et sexuelle, non, la présomption d'innocence, non, l'état de droit, non. C'est marrant, ce 2 poids 2 mesures. Non, pareil. Non, mais il y a des choses. Je ne sais pas comment font les avocats, franchement. C'est pas de défendre ce qu'il a fait. L'état de droit, c'est quand ça t'arrange. L'état de droit, géométrie. Non, pas avec les assassins. Je ne vais pas parler au nom de. Par ailleurs, c'est fini. Un éminent confrère me signale, Rachid Madid pour ne pas le citer, que, en l'occurrence, il a tout à fait raison. Pourquoi est-ce que la comparution immédiate n'était pas possible? C'est parce qu'au stade de la garde à vue, donc au stade du choix d'aiguillage du dossier sur le plan procédural, malheureusement, c'est terrible, mais c'est comme ça, c'est que
cette petite fille était dans le coma et que donc on ne savait pas, en l'occurrence, quelles étaient les conséquences de ces faits. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas, à ce stade-là, partir en comparution immédiate. Est-ce que vous trouvez honteux que le suspect soit en liberté sous contrôle judiciaire, oui ou non? Je m'attends à la réponse. La consultation, c'est un oui à 94,3%. Dans un instant, suite des GG avec le On s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.